Ça c'est très intéressant, on n'en avait pas parlé d'ailleurs, hein. On n'en avait pas parlé, donc vous avez remarqué ça dans les demandes des clients. Le capital maximum que peut être levé, c'est 100 millions de francs suisses. D'accord. Avec ces 100 millions, donc on a droit à faire 30% de levier, donc on arrive à peu près à 150 millions. Et puis on rappelle que on ne paye que, avec ces 150 millions, on ne paye que le bouquet. Donc on peut imaginer être à peu près à 200 millions de valeur vénale. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Et d'ailleurs, c'est dans les acquisitions que vous allez faire, ou ce que vous avez déjà fait, c'est principalement des maisons ou des appartements ou... Alors, l'expérience qu'on a, c'est tout neuf. On n'a pas mis, on n'a pas mis, mais de l'expérience, on en a quand même beaucoup déjà dans les tuyaux. Et la moyenne d'âge. On est bientôt à cette allure, dans quelques semaines, on a l'équilibre déjà du fonds. En discussion, je ne dis pas finalisé. Il y a des maisons qui sont finalisées, mais c'est des demandes journalières aujourd'hui. Donc, incroyable. c'est des gens qu'on va voir aussi avec nos partenaires en B2B, des gens qui sont formés et agréés pour ça. Alors, il s'avère que c'est plus des maisons. Okay. Mais c'est pas notre choix. Les deux rentrent dans le critère. Mais parce qu'on a vu sur les rendez-vous effectués, il y a plus de maisons. Oui. Alors, dans la résidence principale, on voit que résidence secondaire, ça peut être plus des appartements, style un appartement à la montagne ou des choses. C'est plus courant dans la résidence secondaire qui est par effet de levier. On peut faire un viager sur sa résidence secondaire, libérer des fonds pour alléger sa dette de la résidence principale, par exemple. Ça peut être une des motivations qu'on a rencontrées sur le terrain, effectivement. C'est pour ça que je dis il y a plein de raisons. Mais effectivement, si les gens peut-être commencent à stresser sur la dette de la résidence principale, vous n'êtes pas obligé de vendre la résidence secondaire. Hein. Vous pouvez faire un viager, ça vous libère du bouquet. C'est une vente, mais... C'est une vente. Non mais je dis une vente standard. Tout à fait, ça c'est très intéressant. On n'en avait pas parlé d'ailleurs, hein. On n'en avait pas parlé, donc peut-être vous venez de remarquer, enfin vous avez remarqué ça dans les demandes des clients. Moi, je te reflète ce qu'on apprend tous les jours. Excellent. Mais c'est hyper intéressant, mais c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à cette possibilité. Ouais, effectivement. Moi j'avais pas vu tout de suite, et effectivement c'est d'une logique... Ouais, et du coup, mais alors ça veut dire qu'ils ont quand même pas le droit de louer, par exemple, ou à la semaine, leur résidence secondaire, voilà, c'est uniquement pour leur utilisation à eux. Ok, d'accord, ouais. Et dans la moyenne d'âge à peu près, des personnes qui sont intéressées, c'est quoi à partir de quel âge ça commence à... Je vais dire les trois âges qui sont importants pour nous. Mon rêve, ça aurait été 65. Ouais. 65, avec l'espérance de vie d'aujourd'hui, changement de revenu, avec l'espérance de vie qu'on a aujourd'hui, ça fait un fonds qui est long. Trop long, malheureusement. Trop long. Donc l'âge d'entrée, c'est 70 ans. Donc pour vous, donc ça veut dire que... La personne qui nous vend, elle doit avoir 70 ans. Elle doit avoir 70 ans, ok. Et s'il y a deux conjoints, c'est-à-dire que l'âge le plus jeune doit être 70 ans. Mais on remarque par expérience que l'âge des demandes est souvent de 75 et 85 à peu près. Elle est plus là. Et si j'affine vraiment entre 78 et 84. Ok, d'accord. C'est sûrement la notion qu'on se rapproche d'une échéance plus... Ouais. Il y a la notion qui rentre de la succession. Ok. Ça, l'idée vient directement des propriétaires eux-mêmes, ou bien plutôt même des enfants, des fois, qui pensent à ça? C'est impossible à dire. Non, il peut y avoir les deux. Il peut y avoir les enfants qui poussent dans cette solution pour le bien-être de leurs parents. Je crois qu'on a... En majorité, du moins j'espère que tout le monde va dans le sens du bien-être des parents. Et on sait que quand on arrive à trouver une solution, quand vous êtes à la retraite, ça vous... Voilà, on dit, ça faudrait que Christophe soit là, mais quand vous allez gérer, c'est pas le viager qui vous permet d'aller plus loin dans la vie, mais en règle générale, quand vous n'avez pas de problèmes financiers ou de succession qui vous prennent de l'énergie, vous avez de fortes chances d'aller un bout plus loin. Ouais, magnifique, ouais. Et du coup, comment est-ce que Viage traite toutes les demandes qu'il y a maintenant? J'imagine que vous avez... est-ce que vous travaillez plutôt avec des partenaires ou bien vous avez beaucoup de monde déjà à l'interne, beaucoup de collaborateurs qui s'occupent de tout ça? Parce que souvent, des demandes quotidiennes, il faut des gens pour gérer quand même. Oui, alors les demandes quotidiennes, on va être franc, c'est par rapport au réseau qu'on a déjà créé, c'est pas les réseaux qui travaillent aussi sur leur portefeuille, sur leurs opportunités, etc.
Comment on arrive à gérer en travaillant, c'est une volonté, hein, en travaillant en B2B, donc avec des partenaires qui eux sont formés, sont agréés, sont sélectionnés, et ils ont une plateforme là, effectivement, digitale, pour pouvoir emmagasiner les données et pouvoir avoir une autonomie sur le calcul du droit d'habitation, et toujours avec cette formation qui insiste vraiment sur ce protocole, d'avoir plusieurs rendez-vous pour que les gens puissent arriver à maturité avec cette décision. Donc c'est la réponse aux demandes du marché, elle se fait quasiment tout avec les partenaires. Ok, d'accord, ouais. Et côté investisseur cette fois, peut-être plutôt, est-ce que ça a été facile de trouver les investisseurs pour ça ? Alors, on est actuellement dans la recherche d'investisseurs. Ok. On attend des confirmations. Alors, le fonds est réservé aux caisses de pension, donc c'est pas les investisseurs privés. Donc c'est plutôt des investisseurs qui amènent rapidement des montants importants. Et je dirais, il y a une certaine logique pour la plupart d'entre eux, notamment certains qui ont la double casquette de gérer de l'argent de deuxième pilier. Et aussi une partie assurance. Donc cette partie assurance, ils la comprennent, ils la maîtrisent. Certains font également du financement hypothécaire, donc ils sont au courant des problématiques que peuvent rencontrer des clients de longue date, qui ont toujours payé leur prêt hypothécaire et autres, et que tout à coup, d'aller dire à ces gens maintenant, écoutez, vous devez faire un amortissement parce que vous ne respectez plus les règles. Donc il y a un très très fort attrait pour cette solution. Donc là, je peux pas encore annoncer, mais ça oui, parce qu'il fallait mettre dans le bon sens. On vient d'arriver à l'aboutissement. Tout à fait. Et puis, je crois qu'on voit aussi que il y a la question sociétale qui je crois qu'aujourd'hui les assurés des caisses de pension, alors des assureurs, des banques, c'est tout ce qui est institutionnel. Je crois que les assurés, ils regardent de plus en plus où vont leur argent, hein. Que ce soit, et effectivement, comme tu l'as dit César, il y a beaucoup pour l'environnement, mais où va notre argent? Est-ce que, quand on a des petits-enfants, est-ce qu'on est d'accord que notre caisse de pension ou notre institutionnel investissent dans des choses où nous, on n'adhérerait pas? Et c'est un critère qui est pris en compte aujourd'hui. L'intérêt, il est évidemment sur ce côté social, on l'a dit. Je dirais, les premiers investisseurs, pour moi, ça va être ceux-là, parce que d'autres investisseurs qui sont purement deuxième pilier n'ont pas forcément cette même sensibilité, mais quand ils verront que d'autres vont venir, seront intéressés. Je l'ai dit, dans l'investissement durable, il y a bien sûr le côté économique. C'est pas durable si c'est pas économique, si c'est pas rentable. Là, on le voit, c'est aussi une exposition pour les caisses de pension, enfin ces investisseurs, différente à l'immobilier résidentiel suisse. Aujourd'hui, ces acteurs sont investis que sur des immeubles de rendement qui sont totalement corrélés, enfin, qui évoluent en fonction de l'évolution des taux d'intérêt. C'est comme ça que sont évalués les immeubles de rendement. Là, on a une évolution qui est un peu différente sur les prix des biens individuels. Donc, c'est une autre exposition et qui, sans doute, s'avère beaucoup plus résiliente. Donc il y a un intérêt à ce niveau-là. Clairement. Ouais, mais justement, j'allais dire, c'est compliqué de garantir un certain rendement ou bien donner des chiffres précis avec ce genre de solution, quoi. Alors, on est dans le domaine que justement les assurances connaissent très bien. C'est effectivement des questions actuarielles, de savoir quelle est l'espérance de vie, comment les biens seront libérés. On connaît le rendement du loyer théorique, c'est-à-dire du droit d'habiter. Donc ça, on peut le calculer. On connaît les charges du fonds, donc on peut déduire de ce loyer théorique les charges du fonds. Et avec ça, on arrive à l'espérance de rendement. Ce qui n'est évidemment pas chiffrable. C'est après, est-ce qu'on peut en plus, peut-être le fonds pourra faire une mise en valeur sur certains bâtiments ou terrains achetés. Ça, c'est des choses qui se pourront envisager au cas par cas et au moment de la prise de décision quant à la stratégie de sortie. Et du coup, à la fin, quand vous êtes réellement propriétaire de la maison ou de la propriété, qu'est-ce qui se passe? On a dit que vous vendez principalement, surtout. Alors, le fonds a l'obligation de vendre les biens. La question que l'on peut se poser, c'est effectivement à la libération du viager, c'est est-ce qu'on va
simplement rafraîchir, remettre en état et vendre le bien. Ça, c'est tout à fait possible, notamment pour des appartements PP, pour des villas qui seraient déjà de bonne qualité, qui auront leur marché. Dans certains cas, le fonds peut aussi profiter de faire une mise en valeur. C'est-à-dire peut-être transformer la villa ou construire sur la parcelle un petit immeuble d'habitation de quelques appartements. Ça fait partie du fonds, de la stratégie du fonds. Le fonds peut aussi simplement développer le projet et vendre le projet à un promoteur. Ok, d'accord. Donc sur une parcelle qui a des possibilités de densification, d'une fois que vous faites ce que vous voulez avec la propriété, la servitude est radiée, donc c'est possible que vous développiez directement, mais c'est le fonds qui s'occupe du développement. Un projet immobilier. Alors, non, c'est okay. possible. D'accord. Je rappelle juste que le fonds a une durée de vie limitée, c'est-à-dire qu'au bout de 15 ans, avec une période de prolongation possible de 2 fois 2 ans, on doit redonner l'argent aux investisseurs. Okay. Les investisseurs ne peuvent pas nous demander le remboursement, donc il y a une durée de vie quand même qui est prévue. De ce fonds qui est de 15 ans, plus éventuellement 2 fois 2. Donc si le fonds a le temps, peut aller jusqu'au développement du projet. GFI Suisse a parfaitement l'habitude de développer des projets immobiliers, donc on peut le faire. On peut aussi simplement vendre le bien ou la parcelle. Ok, avec éventuellement un projet en force ou pas encore. Ok, d'accord. Et typiquement, la 14e année, il y a une opportunité de développement d'une parcelle, et le fonds ne va pas y aller. Ouais. Il n'aura pas le temps. Donc il va trouver un investisseur au vu du nombre de biens, il faut trouver un équilibre digérable. Et si le fonds développe la parcelle, par contre, il est aussi obligé de vendre après. Oui. Donc c'est-à-dire, il peut pas faire du locatif, un immeuble locatif, il va garder... Tout ressort. Tout ressort. Ok, d'accord. Ouais. D'ailleurs, en termes de durée, vu que pendant ces premières années maintenant, vous allez acheter. À partir de quand est-ce que vous pensez, ou à partir de quand est-ce que vous payez les investisseurs, ou comment ça fonctionne ça? Statistiquement, normalement, on prévoit des premiers versements aux investisseurs après 5 ans. Voilà. Okay. Mais voilà, c'est statistique et c'est basé, ça dépend bien évidemment de l'âge d'entrée des premières personnes. Ouais. Et puis, je dirais de cas individuels. Donc, c'est une estimation. À partir du moment... Oui. Ouais, j'ai envie de dire heureusement qu'on ne le sait pas. C'est-à-dire qu'on maîtriserait la durée de vie, ce qui n'est pas le cas. Oui, c'est dans la mathématique. Si on parle de mathématiques, des chiffres, après quelques années, il y a les premiers retours sur investissement qui vont se faire. Ok, donc à partir du moment où vous commencez à revendre les maisons, simplement. Exactement. Et est-ce que le fonds, du coup, achète partout en Suisse, ou bien Suisse romande uniquement? Vous avez des régions où vous achetez principalement? Vous allez acheter? Alors, au vu de la demande, là on est sur la Suisse romande, mais on a déjà des demandes en Suisse allemande. Après, c'est une question de logistique, de langue, de prospectus et autres. Mais le fonds peut répondre à la demande sur toute la Suisse. En tant que fonds suisse, le fonds peut effectivement aller sur toute la Suisse. Après, tant chez Viage que chez GFI Suisse, où à la fin tous les dossiers arrivent pour traiter, je crois qu'on est déjà effectivement très sollicité, rien qu'en Suisse romande. Donc, chaque chose son temps. Du côté vendeur, on l'a dit avant, donc il y a aucun diagnostic médical chez les propriétaires, chez les vendeurs. Donc vous vous basez uniquement sur les statistiques pour faire tous ces calculs d'ordre d'habitation et aussi pour les projets pour les projections de rendement aussi du fonds, c'est ça? Ouais, c'est exactement le même concept qu'une rente viagère dans une assurance. Ah ouais. Il n'y a aucun questionnaire de médical, sport à risque. On prend pas la particularité parce que voilà, on sait un fumeur, on sait. Alors c'est toujours passionnant d'écouter notre actuaire. Si on a une vie sociale, si on n'a pas de vie sociale. Alors si vous êtes fumeur, vous perdez un bout, mais si vous avez une vie sociale, vous l'aurez. Voilà. Donc non, c'est sur les statistiques de la moyenne des personnes. Ok. Pour être précis, il y a en demande un questionnaire médical sur la capacité de discernement de la personne, pas sur son état de santé et autres. Juste est-ce qu'elle est capable, pour la personne qui va venir et signer, avec qui on négocie le viager, on demande ce certificat de capacité de discernement.
Mais effectivement, aucune question sur l'état de santé. Ok, parce que s'il n'est pas capable de discernement, vous, de toute façon, vous achetez pas. Alors, s'il n'est pas capable et que la famille se porte garant que c'est une solution indispensable pour la famille, etc., et qu'on a vraiment quelque chose qui étoffe cette décision, elle sera prise en discutant vraiment avec tous les éléments qui sont beaucoup plus larges, là, par contre. Voilà. Non, si c'est une personne seule qui n'a pas le discernement, non, on va pas... on va pas faire quelque chose où on a un doute que c'est mal compris. De toute façon, elle pourra pas signer chez le notaire, donc ça c'est compliqué. Exactement, mais on fait, voilà, dans le protocole, on demande à tout le monde, ce qui pose aucun problème, tout le monde a son médecin de famille qui va répondre à ça. Ok, on est d'accord que le fonds investira uniquement dans le viager, donc ça c'est, de toute façon, c'est obligatoire. Oui, le fonds peut investir sans fonds immobilier, mais c'est l'objectif du fonds, et comme je l'ai dit, on a déjà beaucoup de demandes, donc on n'a pas de raison d'aller investir ailleurs. Non, on va investir 100% dans le viager. Ok, et c'est quoi alors, l'objectif plutôt à long terme en nombre d'acquisitions, ou bien en transactions par année, ou je sais pas si vous avez déjà fait des projections par rapport à ça? Alors, le fonds a une structure, en fait, le capital maximum que peut être levé, c'est 100 millions de francs suisses. D'accord. Avec ces 100 millions, donc on a droit à faire 30% de levier, donc on arrive à peu près à 150 millions. Et puis on rappelle que on ne paye que, avec ces 150 millions, on ne paye que le bouquet. Donc on peut imaginer être à peu près à 200 millions de valeur vénale. Okay. Tout dépend de la valeur du droit d'habiter, donc c'est au cas par cas, mais vous pouvez facilement imaginer être à peu près à 200 millions. Donc, je l'ai dit, on sera au-dessus des 70 bien. Ouais, ok, d'accord. Sur le premier wagon. Sur le premier wagon. On a l'ambition de crocher quand même quelques-uns. Ah, magnifique. Et a priori, la demande est là. En tout cas, félicitations, hein, parce que je vous vois passer dans absolument tous les médias ces temps. Je vous vois dans tout sur mon téléphone, je vous vois tous les jours. Donc bravo pour la communication. Merci encore d'ailleurs d'être là aujourd'hui. Est-ce que vous vous êtes intéressé, d'ailleurs, avant de lancer tout ce projet-là, à comment est-ce que le viager se développait à l'étranger, chez nos voisins, ou bien pas spécialement? Vous êtes focalisé sur l'immobilier en Suisse? Alors, oui, je me suis renseigné sur ce qui se faisait à l'étranger. Ce qui est très marrant, c'est que la communication en première vue, maintenant avec Internet, va bien au-delà des frontières. Ouais. Donc j'ai déjà beaucoup de demandes d'autres pays. Il faut quelque part dupliquer le système du fonds qui a cette particularité, évidemment. Oui, j'ai regardé. La plupart du temps, c'est quand même du viager de particulier à particulier. Okay. Qui se fait avec toutes les possibilités, viager occupé, pas occupé, viager dans le temps, etc. Mais je crois qu'on est quand même sur une belle nouveauté dans le cadre du... Il est en tout cas beaucoup plus pratiqué de particulier à particulier, beaucoup plus courant. Ailleurs, ouais. Ok. De mon côté, j'ai regardé, il y a quelques fonds en viager, notamment en France. J'ai pu trouver des fonds viagers. Mais effectivement, ça reste, je crois, là-bas aussi, un marché de particuliers. Mais avec l'essor que tous les spécialistes prédisent, que je parle des spécialistes, c'est tant les gens de l'immobilier, les notaires, je crois qu'on doit aller vers une solution qui, justement, réduit ces problèmes du one-to-one, du risque. Encore une fois, pour moi, le risque, il est des deux côtés dans cette solution one-to-one. Donc d'arriver avec une solution vraiment institutionnelle, ça fait totalement sens, et c'est ça qui va vraiment pouvoir accompagner l'essor de cette solution. Ouais, bien sûr. Bah, en tout cas, de mon côté, comme je l'ai dit avant, je trouvais déjà le viager très intéressant. Quand on a commencé à en parler au brevet, je me suis dit, mais c'est un système qui est vachement pertinent, surtout dans la situation actuelle et ce qui va arriver plus tard, d'un point de vue retraite en Suisse, etc. Et après, je suis tombé sur beaucoup. Donc, voilà, qui fait complètement sens. Et je me suis toujours dit, pour l'acheteur, c'est un problème, pour le vendeur, c'est une solution. Et c'est un risque pour l'acheteur plutôt. Donc voilà quoi, je comprends parfaitement la démarche, ouais. Pour terminer un peu avec vous sur le marché immobilier suisse plus globalement, vu que vous êtes quand même dans le milieu et que vous voyez ça tous les jours, j'ai deux questions pour vous. Est-ce que vous pensez qu'il y a un plafond des prix de l'immobilier en Suisse, premièrement?
Et puis, comment est-ce que vous voyez l'évolution du marché là dans les années à venir? Peut-être court terme d'abord, avec tout ce qui se passe maintenant, et peut-être moyen terme, long terme. Alors, c'est toujours dur de parler de plafond. Ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, il y a l'immobilier de rendement qui, lui, est normalement directement dicté par comme ça, un placement. Les gens ont fait l'arbitrage entre les différentes sources de placement. Maintenant, vous avez même que ce soit les obligations, le cash et autres qui rapportent de nouveau de l'argent. Vous pouvez faire plus de rendements sur d'autres classes d'actifs. Donc, vous allez demander des rendements plus élevés aussi à la classe d'actifs immobiliers. Donc, on assiste à une baisse normale, mathématique, sur le rendement. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est toujours dans une situation de grande pénurie de logements. Et par conséquent, les prix des loyers, malheureusement pour les locataires, ne baissent pas. Dans les biens individuels aussi, il n'y a pas que le facteur rendement, parce qu'il y a le côté psychologique, il y a le côté intérêt, je veux habiter ici, cette maison me plaît, il y a le côté coup de cœur, il y a le côté vision long terme, investissement personnel, qui font que les prix des biens individuels n'ont pas baissé. Après, ce qu'on constate également, c'est que au début d'une phase d'inflation, on a les taux d'intérêt qui augmentent, donc on a l'immobilier de rendement qui baisse. Et sur le long terme, l'immobilier a toujours tendance à surperformer l'inflation. Donc après, heureusement maintenant, on voit qu'il y a quand même une augmentation des salaires qui commence à suivre. Je dis heureusement, les entreprises vont dire que c'est négatif. Il y a toujours du pour et du contre. Les prix des salaires font que les gens regagnent du pouvoir d'achat. Et ce qui sera mangé par les loyers, on rentre dans un cercle. Voilà, comme ça a toujours été jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Il est logique qu'on assiste à court terme. On a vu sur les fonds cotés la baisse des adios. On devrait voir une baisse des valorisations des immeubles de rendement. Vu la pénurie, difficile à imaginer une baisse tant des loyers que des prix des biens individuels. Et je pense que c'est une situation qui reste temporaire. Ouais. Peut-être juste rajouter sur mieux placé que moi pour aller dans ce sens-là, l'immobilier, l'emplacement. Je crois que la Suisse aujourd'hui dans la situation mondiale, je ne vais pas m'étendre là-dessus, chacun a sa vision, mais je crois qu'on passe une période qui est quand même mouvementée. Ouais. On voit que la Suisse est toujours attractif sur l'immobilier privé. Oui, les gens, et on le voit, sont rentrés dans les détails, mais beaucoup de gens sont intéressés à venir habiter en Suisse. Donc ça, c'est quelque chose sur un fond qui est d'une longue durée, qui donne quand même une vision qui est positive par rapport à ce projet qui s'occupe de l'immobilier privé. C'est quelque chose, d'ailleurs, j'avais fait une conférence pour parler que de ça, des fondamentaux de l'immobilier en Suisse, parce que c'est la question de tout le monde maintenant, comment est-ce que les prix vont évoluer, les prix vont baisser, les prix vont chuter. Alors, chaque discussion que j'ai avec les professionnels de l'immobilier, c'est la même chose qui ressort, c'est exactement ce que vous dites là. Et puis c'est vrai que ce qui m'avait vraiment intéressé, j'ai creusé le site de l'OFS, et puis les taux de logements vacants et l'évolution démographique de la Suisse et la latte et la situation juridique, elle fait que franchement, c'est dur d'imaginer une baisse de 30% des valeurs immobilières. Oui, il peut y avoir des vaguelettes, mais c'est dur. Mais voilà. Je me permets de rajouter quelque chose qui me vient vraiment maintenant à l'esprit et qui plaide peut-être aussi en faveur du viager. On est face à des besoins massifs d'investissement dans la rénovation et la transition énergétique. Ouais. Et donc, l'immobilier de rendement doit aussi intégrer ce fait qu'ils vont devoir consacrer une partie des rendements justement à l'assainissement des immeubles. Les biens individuels également. Donc ça, c'est quelque chose, je pense que maintenant, on va avoir des primes pour les biens qui sont plus durables ou qui ont un système énergétique qui est déjà de type pompe à chaleur ou autre. Et ça veut dire aussi pour des propriétaires âgés qui n'ont peut-être pas justement les capitaux juste pour effectuer ces travaux. Quand on voit à Genève où maintenant il y a des mesures contraignantes qui vont entrer en vigueur, ouais. Vous êtes propriétaire, vous aurez l'obligation d'effectuer ces modifications, et si vous ne pouvez pas, vous devez vendre. Donc ça
peut quand même avoir un impact sur les prix et aussi un impact pour des gens qui veulent malgré tout rester chez eux mais n'ont pas les moyens d'augmenter le crédit hypothécaire pour faire ces travaux, de chercher une solution telle que le viager. On en revient exactement au tout début de cet épisode où tu as expliqué la problématique de tes clients qui n'ont pas pu faire les travaux qu'ils voulaient faire et qui ont dû vendre. C'est exactement ça. Oui, et comme je l'ai dit, je crois vraiment si on voit large, c'est un nouveau moyen de financer sa retraite avec énormément de garanties. Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est vraiment, vous avez 1, 2, 3 piliers en Suisse. Voilà, il y a une nouveauté qui vient pour financer différemment quelque part. Toute votre vie, vous avez participé à ce nouveau financement que vous arrivez à libérer à partir de l'âge de 70 ans. Ouais, magnifique. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour l'échange et pour le partage. Je suis impatient de refaire le point dans quelques mois ou une année pour voir où ça en est, même si je doute pas que Viage va rencontrer et rencontre déjà un succès énorme. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Ciao.